Europe 1. Bonjour Général Christophe Gomard. Bonjour. Ancien chef du renseignement militaire. Merci d'être en ligne avec nous ce matin sur Europe 1, mon général. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, était donc en Ukraine hier pour évaluer les nouveaux besoins militaires de Kiev dans sa guerre contre la Russie. Alors, rien d'officiel, en tout cas, rien de concret, on peut le dire, n'a été annoncé, si ce n'est une déclaration de principe, puisque cela relève du président de la République. Mais le premier constat que l'on peut faire, mon général, c'est qu'il faut faire, c'est un chiffre qu'il faut rappeler, c'est que la France n'arrive qu'en 10e position seulement pour son soutien militaire à l'Ukraine, derrière la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Pologne, et évidemment loin derrière les États-Unis. Est-ce que c'est insuffisant finalement l'aide militaire que l'on procure à l'Ukraine ? Moi, je pense que la France donne à hauteur de ses moyens. Et je pense que la visite de Sébastien Lecornu à Kiev hier ou avant-hier était justement là pour voir avec le ministre, avec son homologue Reznikov, quels étaient les besoins réels de l'armée ukrainienne après le don de la France des 18 canons César, d'un certain nombre de munitions, d'un certain nombre de missiles Crotale ou Mistral, donc des missiles solaires courte portée, et voir avec lui, d'abord avoir un retour d'expérience sur la qualité et de l'armement déjà donné, et voir avec ce ministre de la Défense ukrainien ce qu'il était possible encore de faire, ce que la France pouvait faire, quels étaient ses besoins réels. Mais quand vous dites la France donne en fonction de ses moyens, ça veut dire qu'on a moins de moyens que la Pologne, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne? Non, je pense qu'on donne en fonction, oui, des moyens, parce que la France, d'abord, est une nation, c'est la première armée européenne, et elle a des engagements ailleurs dans le monde, donc elle ne peut pas, ce que n'a pas la Pologne. Donc elle a besoin de garder des moyens, et en particulier en termes de munitions, en termes de canons. Quand on dit qu'on a donné 18 canons César, on a donné 25% de notre parc d'artillerie. Je ne sais pas si la Pologne a donné exactement la même chose. Ouais, d'accord. Justement, on va revenir un peu dans le détail, si vous le permettez, pour que nos auditeurs comprennent bien en quoi cela consiste et quel type de matériel cela concerne. La France a déjà livré des camions, donc vous le disiez, d'artillerie César. Qu'est-ce qu'on peut envisager d'autre comme matériel supplémentaire? On parle beaucoup de défense anti-aérienne. Qu'est-ce que ça représente? Oui, en fait, la vraie difficulté pour les Ukrainiens aujourd'hui, je crois, c'est la lutte contre anti-drones. Les Américains vont donner du missile Patriot, donc du missile anti-missile ou anti-aéronef, c'est pas du missile anti-drone. La vraie difficulté, c'est de descendre des drones. Il faut se rendre compte qu'un drone va moins vite, vole moins haut et donc est moins détectable par les radars de surveillance. Et à ce titre-là, effectivement, il faut avoir soit du canon anti-aérien de 20 mm, soit du missile courte portée Mistral. C'est ce genre de moyens, je pense, dont les Ukrainiens ont besoin, parce que si vous passez à un système Patriot, par exemple, ça ne peut protéger que la ville de Kiev, ça protégera jamais toute l'Ukraine. Les Français ont donné du Crotale, ça peut protéger effectivement une petite zone, une petite surface. Il en faudrait effectivement, pour faire un bouclier antimissile sur toute l'Ukraine, il en faudrait effectivement des dizaines, voire des centaines de moyens. Ce qui est, de mon point de vue aujourd'hui, pas possible. Je pense que le dialogue entre les deux ministres, effectivement, est un retour d'expérience sur les besoins réels de l'armée ukrainienne. La vraie difficulté de l'armée ukrainienne, c'est cette disparité des moyens, parce que ça veut dire quoi en termes de maintenance pour maintenir tous ces matériels? C'est pas possible, si vous voulez, parce que il faut des mécaniciens qui connaissent tel type de matériel, d'autres qui connaissent d'autres types. Donc c'est la vraie difficulté, c'est cette disparité des matériels en termes de maintien en conditions opérationnelles des dix matériels. Pour que nos auditeurs comprennent bien, encore une fois, Général Christophe Gomard, ce matériel fourni à l'Ukraine, il est prélevé sur les stocks de l'armée française? Bien sûr, bien sûr. En fait, notre industrie de l'armement, nous avons une belle chance. La France a la chance d'avoir une belle industrie de l'armement, mais en fait, ça travaille à flux tendu, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de stock. L'industriel à qui le matériel est commandé fournit en fonction de la commande, c'est-à-dire que lorsque la commande est ferme et définitive et signée. Et à ce titre-là, les chaînes de fabrication ne sont pas infinies. Il y a, par exemple, pour fabriquer les Rafales, il y a, je crois, qu'une seule chaîne de fabrication du Rafale. Donc, si on veut ouvrir une deuxième chaîne, il faut d'autres ingénieurs, d'autres mécaniciens, ce que les industriels n'ont pas aujourd'hui. Mais ma question, c'était plus précisément, pardonnez-moi, est-ce que la France se désarme en armant l'Ukraine? Absolument.
Oui, puisque quand j'ai parlé tout à l'heure des canons César, de 25% de nos canons, on s'est donc effectivement dépoilé, j'allais dire, pardonnez-moi cette expression, de ces 18 canons et de ces 25% de notre possibilité d'artillerie. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle donc l'aide française est forcément limitée, parce qu'il s'agit de ne pas déshabiller Pierre pour habiller Paul, comme on dit familièrement. Pardonnez-moi l'expression un petit peu toute faite. L'Ukraine peut aussi, si j'ai bien compris, compte tenu d'une nouvelle réglementation qui a été mise en œuvre, l'Ukraine peut aussi maintenant se fournir directement aux fabricants d'armes français. Comment ça se passe ? Oui, parce que je crois que la France a mis en place un fonds de 200 millions d'euros et donc les Ukrainiens peuvent directement demander aux fabricants, ce qui évite effectivement ce qu'on disait à l'instant de déshabiller Pierre pour habiller Paul, et je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire que effectivement les Ukrainiens peuvent directement demander à nos fabricants français, commander, ça peut être du canon César à Nexter, ça peut être d'autres types de missiles. Et je pense qu'en particulier, et c'est vrai en termes de munitions, le vrai sujet aujourd'hui, je pense que de part et d'autre dans cette guerre après l'invasion de la Russie, c'est le nombre de munitions et cette difficulté à fournir suffisamment de munitions au regard du nombre d'obus tirés chaque jour ou du nombre de missiles tirés chaque jour par chacune des parties. Et je pense que c'est une vraie difficulté pour les Ukrainiens en particulier. Général Christophe Gomard, plus généralement, est-ce que l'on peut raisonnablement croire à une victoire militaire ukrainienne sur la grande armée russe, ou alors faites-vous partie, vous, de ceux qui pensent que ce conflit, finalement, va se transformer en guerre d'usure pendant des années et des années? Alors je serais plutôt de ceux-là. Pour moi, les Ukrainiens ont la capacité, de tenir. On voit bien la ligne de front actuellement est assez fixe, en dépit de il y a des vrais combats du côté de Bakhmout en particulier, avec malheureusement un certain nombre de morts. Et on voit l'armée ukrainienne a des difficultés pour avancer. Je ne suis pas certain qu'ils soient en mesure de reprendre tous les territoires conquis aujourd'hui par les Russes. Maintenant, que nous les aidions, ça me paraît normal et c'est justifié face à l'invasion russe. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est sur une ligne de front assez fixe. Qu'est-ce que ça donnera à la fin de l'hiver? Je n'en sais rien, mais je ne vois pas pourquoi, d'un seul coup, l'armée russe s'effondrerait. On voit bien que côté russe, il y a une véritable industrie de l'armement russe qui fabrique et qui est passée en économie de guerre. Donc ça me paraît aujourd'hui, on arrive à une espèce d'équilibre, malheureusement, des forces, malheureusement pour les Ukrainiens, et donc effectivement une certaine stabilité, une certaine stabilisation de la guerre sur une ligne de front qui passe sur le Dniepr en partie au sud et sur une ligne aujourd'hui définie à hauteur des oblasts de Donetsk et de Lugansk. Au Kremlin, Vladimir Poutine a-t-il vraiment conscience du désastre que constitue finalement cette offensive sur le plan militaire? Vous dites que l'armée russe a encore des ressources, des réserves. Malgré tout, d'un point de vue stratégique, son opération spéciale lancée en février dernier est un échec. Oui, c'est un échec dans la mesure où effectivement il pensait renverser le régime de Volodymyr Zelensky, ce qui n'a pas été le cas, et c'est un échec dans la mesure où il a déjà perdu au moins hors de combat une centaine de milliers de soldats. Mais il a quand même pris, il détient toujours la Crimée, il détient toujours environ 16 à 17% du territoire ukrainien. Donc en ce sens, c'est un échec parce qu'il n'a pas réussi à mettre en place un régime à sa main comme il le souhaitait. C'est un demi-échec parce qu'il détient toujours une partie du territoire ukrainien. Vous qui avez été chef du renseignement militaire, vous avez une appréciation, un regard sur les commentaires qui apparaissent ces dernières semaines et qui décrivent un Vladimir Poutine isolé, mal informé, peut-être un peu intoxiqué même par son entourage et notamment par la hiérarchie militaire? Alors je ne sais pas si c'est de l'intoxication par sa hiérarchie militaire ou si c'est de l'auto-intoxication, et il y a sans doute une part d'orgueil qui me fait dire que les Russes ne lâcheront pas. Est-ce qu'il est mal informé? Je ne pense pas qu'il le soit aujourd'hui. Il l'a été sans aucun doute au départ parce qu'il a fait preuve, d'un petit complexe de supériorité, pensant qu'il renverserait très facilement l'armée ukrainienne, ce qui n'a pas été le cas. Et que la population ukrainienne rejoindrait les frères russes, ce qui n'a pas du tout été le cas. Donc en ce sens-là, oui, je pense qu'il a été mal informé. Aujourd'hui, est-ce qu'il l'est aussi mal? Je ne pense pas, parce qu'il a sans doute bien pris conscience, et visiblement un certain nombre de son entourage lui disent ce qu'il en est. Mais ce que je note, c'est qu'aucun, autour de lui, n'est contre la guerre. Ils sont pour
sans doute arrêter cette guerre, voir où on en est. Il y a des pragmatiques qui se disent il faut arrêter d'attaquer comme ça l'Ukraine parce qu'en fait nous perdons plus que nous ne gagnons. Et de fait, on voit bien que l'économie russe va être en difficulté. Alors elle est peut-être pas immédiatement, mais elle le sera sans aucun doute un jour. Ouais. Même si les Russes se tournent vers la Chine et vers d'autres pays comme l'Iran ou la Corée du Nord, mais en fait ça reste limité. Par ailleurs, on voit bien qu'effectivement son armée a perdu beaucoup de soldats, perdu beaucoup de matériel, et d'ailleurs effectivement on voit que les oppositions ont commencé réellement dès lors que la mobilisation partielle a été décrétée, c'est-à-dire depuis fin septembre 2022. Ouais. Et c'est à ce titre où effectivement on sent bien qu'il y a des réticences au sein même de l'entourage de Vladimir Poutine. La base de l'armée peut-elle jouer un rôle dans ce contexte pour, finalement, pour contrer cette espèce de jusqu'au-boutisme poutinien ? C'est difficile à dire parce que d'abord on n'est pas dans la tête de Vladimir Poutine ni exactement au sein du Kremlin. On peut émettre des hypothèses ou faire des suppositions, mais on se rend bien compte effectivement qu'il y a un début d'opposition qui existe, même si, comme je le disais à l'instant, les gens restent pour la guerre, en tous les cas pour la victoire de la Russie face à l'Ukraine. Et donc en fait, c'est pas que face à l'Ukraine, c'est face à l'OTAN, puisqu'on voit bien que dans la dialectique poutinienne, en fait, cette guerre, c'est une guerre qui se passe contre l'Ukraine, mais en réalité qui se passe dans l'esprit contre les pays de l'OTAN. Vous ne voyez rien qui puisse fragiliser actuellement le pouvoir de Vladimir Poutine ? On est 10 mois après cette guerre. On imaginait que l'impact économique suite aux sanctions serait beaucoup plus efficace qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais en fait, il y a d'autres circuits qui se sont mis en place avec la Chine, même avec d'autres pays comme l'Inde ou avec voire l'Arabie Saoudite, qui n'a pas obéi, aux demandes américaines, en particulier concernant le pétrole. Donc on voit bien qu'il y a une espèce d'autres économies qui se met en place, non pas forcément en soutien avec la Russie, mais en tous les cas en termes de commerce mondial, il y a d'autres flux qui existent. Effectivement. Merci Général Christophe Gomard d'avoir été en ligne ce matin pour les auditeurs d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes ancien chef du renseignement militaire. Merci, excellente journée.